Bonjour, bonjour, bonjour. En fait, nous allons parler d'un sujet pertinent et peut-être intéressant aujourd'hui. Il s'agit d'un sujet concernant un pays voisin, un pays ami, un pays frère. Et actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire sur les réseaux sociaux. Et en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant qu'entrepreneur, j'ai dit que je devais dire aussi quelque chose là-dessus. Et je voudrais attirer votre attention sur une chose. C'est que dans le fond, les peuples ont besoin de leur souveraineté, c'est vrai. Mais avant de vous parler de façon plus précise, plus profonde de ce problème africain, de ce problème mondial, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister. C'est qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer en étant replié sur lui. Les gens m'ont dit que le cas de la Chine, aucunement la Chine a toujours eu besoin d'expertise extérieure. La preuve en est que pour la majorité des choses que la Chine fait, elle copie. Elle copie, elle imite. Et pour un pays qui voudrait se développer, pour un pays qui voudrait avancer, l'idéal serait de copier et d'imiter aussi. C'est-à-dire, on voit ce qu'on fait de bien dans cet autre pays-là et on essaie de l'imiter. Plusieurs chefs d'État africains ont voulu décréter le développement. Le développement n'est pas un phénomène décrétable. On le décrète. On travaille pour ça. Et pour le faire, pour faire cela, franchement, je ne vais pas vous cacher, il y a des objectifs qu'il faut avoir. Il y a par exemple une méthodologie bien propre au développement. Déjà de 1. Il faut savoir que dans le fond, il faut commencer d'abord par former sa population. Et dès lors que la population est formée, prendre des décisions pour avantager cette population. Je vais prendre un cas simple. Au Cameroun, par exemple, dans les années 2000, un partenariat entre le Cameroun et le Tchad est né. Il fallait construire un pipeline qui devait traverser tout le Cameroun, du sud au nord, à l'extrême nord, et qui devait relier donc le duc donc, du Tchad, dans les entreprises qui devaient relier dans l'usine où il y avait extraction du pétrole brut pour la mer et l'océan. Et je ne peux pas vous cacher pour cela. Le Cameroun a dû constater qu'il n'avait pas des ingénieurs, des techniciens formés. Et il a fallu recruter en très grande quantité des chaudronniers, des personnes qualifiées à l'extérieur. Et dès lors, le Cameroun s'est décidé donc de créer des écoles de formation, de faciliter la création des écoles de formation pour que les prochaines fois, lorsque le Cameroun aura besoin d'une main d'œuvre, qu'elle soit d'abord locale. J'attire votre attention là-dessus parce que je me dis que dans le monde, il faut apprendre à copier. Il faut apprendre à regarder ce qui marche et imiter ou copier. Il ne faut pas se limiter par exemple à sortir des slogans pour diviser, des slogans pour faire comme si on punissait les autres, comme si son malheur provenait absolument des autres. Non, chacun est responsable du bonheur ou du malheur qu'il crée. Chaque individu crée son bonheur, chaque individu crée son malheur. On ne peut pas accuser les autres d'être à l'origine du malheur qu'on vit. Pourquoi? Parce que chaque fois, ce qu'on vit, c'est ce qu'on a construit. Tout ce qu'on vit, c'est ce qu'on a construit. On ne peut pas s'arrêter de dire que ce sont les autres qui sont à l'origine de votre malheur. Le bien ou le mal que vous faites aujourd'hui ou demain, tôt ou tard, sera retourné contre vous et contre vous seul. Certains chefs d'État africains, à l'instar par exemple de Robert Mugabe,
qui voulait être par exemple populiste. Vous allez m'excuser si vous croyez que personnellement c'est un chef d'État qui a fait beaucoup pour son peuple, mais moi je n'y crois pas. Je crois que c'est quelqu'un qui a été très nocif pour son peuple, qui a gouverné pendant près de 25 ans, de main de fer, qui a trahi son peuple. Je m'explique. Robert Mugabe, pour punir ses rivaux, ceux qui n'ont pas voulu financer le fait pour lui de rester au pouvoir, ceux qui n'ont pas voulu, a décidé donc d'utiliser quelque chose pour s'opposer à son peuple. C'était de s'opposer aux fermiers blancs. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas contre les étrangers dans notre pays, je ne suis pas contre les étrangers, je ne suis pas contre l'humain. Vous avez déjà dit dans l'une de mes vidéos, je ne serai jamais contre un humain, je ne pourrai jamais soutenir les actes qui permettent de torturer ou de tuer un être humain, ou qui permettent de se faire souffrir un être humain. Je ne pourrai jamais soutenir cela. Donc, ce président Robert Mugabe avait décidé chez lui de prendre des terres aux blancs, aux fermiers blancs pour les redonner aux noirs, aux Zimbabwéens. Entre-temps, il n'avait pas pris le temps de former sa population à la culture, à l'entrepreneuriat, à la gestion des terres. Et cela était un cadeau empoisonné. Le peuple qui avait tant réclamé les terres pensait que les Zimbabwéens, en prenant ces terres-là, il y avait encore tellement de terres. C'était une façon simplement pour lui de vouloir être populaire en Afrique, de vouloir être populaire dans le monde et d'attirer l'attention sur lui. Il a plongé le Zimbabwe dans une très grande crise. Je crois même cette crise qui était à l'origine de son départ du pouvoir. Parce que bon, ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez vérifier ces faits-là. Je vais prendre un cas simple. Le Gabon, c'est un très grand pays. Le Gabon, c'est un pays frère, un pays ami. Mais il faut savoir une chose, c'est que dès l'arrivée du président Ali Bongo Ondimba, il a voulu créer une rupture avec son père. Mais dans le fond, il n'avait créé aucune rupture entre son père et lui. Parce que lui, l'objectif pour lui, peut-être, c'était de manipuler son peuple uniquement. C'est vrai, au départ, nous l'avons beaucoup apprécié, nous l'avons beaucoup soutenu. Surtout avec son projet de vouloir faire en sorte que le Gabon puisse créer des écoles, que le Gabon puisse créer des universités, que le Gabon puisse améliorer la qualité de l'éducation, de son éducation, que le Gabonais puisse être priorisé au niveau des informations, les habitants du Gabon puissent être priorisés au niveau de l'éducation. Là, on a dit, ça c'est quelque chose qu'il faut soutenir, ça c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Il a fait en sorte qu'il avait l'intention, je précise bien, il avait l'intention, parce qu'il n'a rien fait pour implémenter cela, mais il avait l'intention de faire en sorte que le Gabon que le Gabonais aime les matières scientifiques, de former des ingénieurs, de former par exemple des personnes qualifiées qui pouvaient implémenter un véritable développement. Il avait cette intention, mais il n'a jamais fait. Il n'a jamais rien fait pour améliorer cela. Il parle bien du fils Ali Bongo Ondimba. Il a eu beaucoup de très bonnes intentions, mais il n'a rien fait pour cela. Donc pour lui, c'était une façon certainement de tromper le peuple, de manipuler son peuple et de rester au pouvoir. Parce que, pourquoi je le dis? Dès 2009, lorsqu'il monte au pouvoir, il dit, c'est-à-dire, il y a par exemple, il va réunir les enseignants, il va réunir tout, il va créer, par exemple, j'oublie le nom, mais il va créer, par exemple, il y a une assemblée qu'il va faire, dans laquelle on va poser tout le problème d'éducation au niveau du Gabon. Et il va implémenter beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le bois qui sortait de façon brute du Gabon sera transformé, une bonne partie sera transformée au Gabon, ce qui va créer des emplois au Gabon. Je ne dis pas que le président Ali n'a rien fait, il a fait beaucoup de choses. Et le Cameroun l'a copié là-dessus, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître le fait que Ali était très courageux, Ali était trop audacieux, et que Ali, malgré le fait que dans le fond, au niveau de l'éducation, il n'a rien fait. Quand je dis qu'il n'a rien fait, simplement parce qu'il avait de bonnes idées. Mais il n'a absolument rien fait pour implémenter ces bonnes idées qu'il avait. La preuve en est qu'un enseignant camerounais
prends un exemple simple. Un enseignant camerounais qui était expatrié au Gabon n'était pas traité de la même façon qu'un enseignant français. C'est-à-dire que lui, il faisait à compétence égale une différenciation au niveau du traitement différent. Or, le problème c'est que quoi? C'est que en faisant ça, il a frustré certains enseignants camerounais qui s'étaient obligés de rentrer. Parce qu'il doit d'abord savoir une chose, c'est qu'il y a deux types de comportements qu'on peut rencontrer chez les enseignants. Il y a ceux qui enseignent par passion, par amour, et ceux qui enseignent pour avoir de l'argent. Une personne qui vient pour vous aider, qui enseigne par passion, qui enseigne par amour, lui particulièrement, si vous voulez le menacer ou bien le manipuler, il va partir. Il ira très loin de vous. Et Ali n'a pas pu réussir. Parce que je vous parle de ça, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo déjà? Pour ceux qui me suivent, vous devez comprendre que cette vidéo, c'est beaucoup plus pour attirer votre attention sur le fait que c'est l'éducation. C'est dans l'éducation qu'on développe un pays. C'est l'éducation qui est comme la base de tout développement. Je parle d'éducation, formation. C'est ça qui est la base du développement d'un pays. C'est ça qui est la base comme fondation, fondement du développement d'un pays. Vous allez écouter par exemple tout à l'heure un sage. C'est le président de la Côte d'Ivoire, l'ancien président du Cameroun, Houphouët-Boigny. Écoutez-le. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Vous allez comprendre. Nous refusons ce terme. On n'a jamais transféré la technologie. On n'en a pas transféré au Japon. On forme les cadres techniques scientifiques qui, sur place, transforment leurs matières premières. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existence? Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, si lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Et l'Europe n'a pas de matières premières. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens. L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais l'Asie, même si elle avait des matières premières, la population est telle qu'elle ne pourrait pas, l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, c'est la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique. Victime aussi de l'exploitation des mêmes groupes économiques, financiers puissants, ne peuvent venir au secours de l'Europe sur le plan des matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, de loin, le grand propriétaire des matières premières. Nous recelons. L'Afrique n'est pas suffisamment prospectée. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, le manganèse, l'uranium, l'Europe a besoin de ces matières premières pour donner du travail à ses hommes, à ses ouvriers. Imaginez-vous la pauvreté se généralisant, la révolte des jeunes
exploité par d'autres. Permettez-moi de ne pas aller loin dans ma pensée. Et si ces matières premières ne parvenaient pas un jour à l'Europe, voyez, notre ami à faire face à 1 million ou 2 millions de chômeurs, et ce n'est pas facile de régler cela malgré leur bonne volonté. Vous devez comprendre pourquoi est-ce que les choses ont été pensées très longtemps à l'avance. Je ne suis pas moi, je ne suis pas président, je suis un pauvre investisseur. Donc pour ceux qui ne me connaissent même pas, je suis Jean Kamdem de Sonabla au Cameroun. Je fais dans l'entrepreneuriat, je fais dans la compétition, dont les gens parlent aussi, les gens font différents concours nationaux et internationaux. Donc, en passant, je voulais attirer votre attention là-dessus. Que le développement vient beaucoup plus du travail. Ça ne vient pas d'un décret. Ça vient de la formation. Donc, je dis ça pour, en fait, non plus d'accepter que les personnes pensent que leur malheur vient des étrangers. Imitez ce qui est fait au Cameroun, comme nous avons imité. Quand vous faites quelque chose de bien non connu, le Gabon est un pays qui a un très grand potentiel, très grand potentiel économique, un grand potentiel touristique, un grand potentiel en tout. Je crois que si par exemple le nouveau président de la jeune militaire qui se trouve au pouvoir au Gabon, la continuité de la famille bien sûr, mais il peut me mettre ses mains pour montrer qu'il y a une différence, une rupture entre lui, entre Ali Bongo et lui. Déjà il est chrétien, il est catholique, parce que s'il ne croit qu'il fait constamment lorsqu'il veut prendre parole, il prouve. Mais je voudrais attirer son attention sur le fait que s'il veut vraiment développer son pays, il doit éviter à ce que les populations soient contre les étrangers. C'est très dangereux, ce n'est pas producteur. Parce que si moi je suis enseignant dans un pays où on est contre moi, l'une des premières choses sera de rentrer chez moi. Ou bien encore, de mal enseigner. Il y a une façon de donner le cours qui peut faire en sorte que personne ne comprenne. C'est-à-dire, je peux donner un cours à plusieurs personnes. Donc, je peux enseigner et qu'à la fin de mon cours, les gens m'apprécient, mais ils n'ont rien compris sur mon cours. Ça, vous devez le savoir. Donc, vous devez essayer de, selon moi, Monsieur le Président Gabon, faites des efforts d'améliorer les conditions de vie des étrangers qui sont chauds. Faites ces efforts-là, vous me direz. Faites ces efforts-là et vous me direz. Donc, c'était une vidéo, je vous ai dit, vous allez suivre par exemple le président Houphouët-Boigny qui vous dit comment lui a pensé le développement. Comment par exemple il ne peut jamais avoir transfert de technologie. Comment par exemple lui, il se sache là, moi il me dit il faut l'écouter. Parce que la sagesse qu'il a accumulée en tant que chef d'État, en tant que président de la République, en tant qu'homme africain, en tant que leader pendant un bon bout de temps. Parce que n'oubliez pas, la Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui est le premier producteur de cacao dans le monde. Tout ça ne vient pas du hasard, c'est quelque chose de préparé, c'est quelque chose de voulu. Et la Côte d'Ivoire pouvait être leader dans plusieurs domaines. Elle a un très grand potentiel. Elle a, la Côte d'Ivoire, bien sûr, un très grand potentiel, un très haut potentiel. Ainsi que le Cameroun. Le Cameroun a un très haut potentiel. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'au Cameroun, par exemple, les étrangers sont bien reçus. Vous ne pouvez pas faire la différence au niveau du Cameroun entre un étranger et un Camerounais. C'est peut-être pendant les voyages. Comment on va identifier les gens qu'on fait soit la différence? En dehors de ça, aucune différence n'est faite. Dans le marché, on ne cherche pas à savoir qui est chinois, qui est camerounais, qui est ceci, qui est cela. Non. Donc voilà par exemple le comportement qu'on attend. Des comportements qu'on attend. Pas de créer par exemple une xénophobie contre les étrangers. En tant que chef d'État, vous devez prendre des décisions. Ou vous devez créer des cellules de communication qui vont permettre aux étrangers de vous sentir en sécurité. Parce que votre développement ne peut que venir de là. Vous avez besoin de vous développer, vous avez besoin de pousser votre peuple à travailler. Ce ne sont pas des paresseux. En fait, il faut une raison pour pouvoir travailler. J'étais dans votre pays à un moment donné. J'étais dans votre pays à un moment donné de ma vie.
bien sûr. En tant qu'enseignant, je suis venu chez vous. Je suis rentré très tôt. Parce que personnellement, lorsque des personnes acceptent des engagements et ne les respectent pas, personnellement, je ne suis pas avec ces personnes. Je ne peux jamais être avec des personnes qui disent qu'ils s'engagent pour quelque chose et qui ne le suivent pas. Donc, je suis rentré. Et ce que je devais faire là-bas, moi, mon objectif, c'était d'aider le Gabon dans le rayonnement de son éducation. C'est ça mon souhait. Et ce que j'essaie de faire à mon niveau au Cameroun, mon pays d'origine, bien sûr. Donc, c'est pour dire que quoi que, en fait, là, on est là, le développement est là. Mais pour se développer, on a besoin des autres. On a besoin des autres peuples. On a besoin de la main d'œuvre étrangère. Observez le Canada, observez les États-Unis, observez la France, observez tous les pays, la Côte d'Ivoire, observez tous les pays qui sont en train de se développer. Ces pays ne se développent pas sans les étrangers. Si vous prenez l'exemple de la Chine, vous avez dit que la Chine s'est repliée sur elle. Non. La Chine n'a pas créé une xénophobie contre les étrangers. Non. C'est vrai qu'il y a des Chinois qui pensent toujours jusqu'aujourd'hui que leur malheur provient des étrangers. Mais ce sont les dirigeants la plupart du temps qui s'orientent contre qui orientent leur population contre ces étrangers-là. Donc, vous avez suivi le président Houphouët, vous allez suivre le stage d'Afrique, vous allez suivre l'histoire. En lui-même, il porte une histoire. Lui-même, c'est un être qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas le développement de son pays, pas l'amour de son pays. Et il va vous dire, normalement, il a eu à appeler des Africains. Et vous allez voir, par exemple, que lorsqu'on gouverne un pays, la plupart du temps, lorsqu'il y a une population ou un groupe de population qui est dynamique, on a tendance à vouloir travailler avec elle. Et les autres doivent être capables d'imiter. On doit voir comment, par exemple, on peut faire en sorte que notre population imite ces personnes. On doit créer des conditions. Il y a des psychologues, il y a des anthropologues, il y a des sociologues. Il y a par exemple des personnes qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Vous devez faire appel à ces personnes-là pour pouvoir vous aider à implémenter cela. C'est quelque chose de faisable, c'est possible de pousser sa population à travailler. Je ne veux pas entrer en profondeur dans cette vidéo parce que je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer ce qui s'est passé là-bas quand j'étais dans votre pays, le Gabon, bien sûr. Je vais vous expliquer comment j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon séjour et pourquoi je suis rentré. Et les véritables raisons, qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer malgré le fait qu'il était enthousiaste. Vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse tellement à l'argent. À tel point qu'il y a des choses qu'on fait, on va avoir de l'argent. Un enseignant ne peut pas... Avec l'enseignement, actuellement on peut devenir riche, mais il était difficile de devenir riche en enseignant dans un lycée ou dans un collège. Et je précise bien, c'est difficile, presque impossible de devenir riche en enseignant dans un collège. Donc, abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla Yaoundé au Cameroun. Merci.